Allô, allô, c'est bon, ça marche? Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a du monde. Il y a du monde qui est connecté là, oui. Bonjour Le chef Bertrand. peut-être est là. Ah, il y a des gens qui me disent bonjour. Bonjour Yann. Ah, Yann est là. Vous avez vu, le chef est là. Bonjour, chef. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Tout le monde te dit coucou, chef. Hein. Ils sont bien. Ah, c'est gentil. Voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement l'évolution un petit peu du club des partenaires. C'est un dossier qu'on suit depuis plusieurs années, dont vous avez peut-être un peu suivi au cours des années sa construction. Il est dorénavant valide. Alors, on est plusieurs. Hein. Depuis ce midi, j'ai attrapé un chat dans la gorge, je suis désolé. Donc, on est quelques-uns à s'occuper du club des partenaires, à part moi, qui suis Bertrand Granado, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Il y a Dominique Dallet de l'IMS, Guy Gogna du LAPSTIC et François Vernier du LEAT. Donc, le club des partenaires, c'est ce qui est écrit ici. C'est d'essayer de renforcer les collaborations qu'on peut avoir avec les partenaires industriels et les membres académiques du GR SOCCIP, SOC 2. Voilà, ça fait un peu vieux, quoi, pour le coup, derrière. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Hein. Ça, c'est un message qui est dirigé vers les industriels, où effectivement, alors c'est dommage parce que j'ai les transparents ici, mais j'ai aussi le zoom, donc je ne vois plus ce que j'écris sur les transparents. Je vais enlever le zoom, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau du GDR, hein, développer l'expertise autour de nouvelles approches pour la conception et la validation de systèmes embarqués, ce que vous maîtrisez tous, que les industriels maintenant qui sont ici avec nous, soit en direct live dans l'amphithéâtre D de l'INSA, soit en Zoom, peuvent connaître. Donc, on a un certain nombre de sous-thèmes, hein, dont la réduction de la consommation énergétique, la garantie de la sécurité, dont on a vu un petit peu des travaux ce matin, la maîtrise des coûts de conception et la validation des systèmes, et puis l'adéquation des systèmes intégrés dans les objets connectés. Derrière. Donc, être partenaire, ça, c'est aussi un message pour les industriels, c'est participer, bien évidemment, de droit à toutes les réunions de travail et les actions d'animation du GDR, notamment le colloque qu'on vit aujourd'hui. C'est aussi proposer sur des thématiques spécifiques et on verra quelque part lié plus ou moins de près à cette action partenaire, ce qui va venir juste après avec le concours qui a eu lieu sur le risque 5. Allô? D'accord. Comme ça? Je bouge plus. C'est aussi, pour un partenaire, c'est avoir accès à un large vivier de compétences. Et ça peut faciliter, hein, si vous êtes partenaire industriel et que vous avez besoin soit d'un laboratoire sur des compétences spécifiques pour faire un projet de recherche à plus ou moins échéance, soit aussi chercher des étudiants qui pourraient intégrer sous forme de stage ou employés dans vos compagnies. Et ben, on n'est pas que en chercheur, on est aussi enseignant. Il y a tout un tas de formations qui sont reliées derrière. Donc, c'est aussi ça, être partenaire, c'est avoir accès à l'information qui concerne ces formations derrière, à travers, et je vous le montrerai juste après, une cartographie qu'on va mettre en place et qu'on a commencé à mettre en place pour indiquer les formations académiques et les compétences de recherche. Et puis, c'est aussi effectuer tout ce qui est diffusion de messages, hein, quand vous avez besoin, en tant que partenaire industriel, de trouver des stages, de poser des sujets de thèse chiffres pour trouver soit des laboratoires partenaires pour ces thèses, soit des candidats derrière. Et puis, c'est participer aussi à l'organisation d'événements de courtage. Donc, on a lancé le club officiellement le 1er janvier 2021. Donc, il est créé. Tout partenaire industriel qui veut pouvoir venir doit remplir une convention avec le CNRS. Donc ça, il suffit d'envoyer un courriel à Yann O'Connor, qui est l'actuel directeur du GR SOC 2, pour mettre en place cette convention. Et à partir du moment où la convention est signée, eh bien, vous êtes membre à part entière du club des partenaires et donc membre à part entière du GDR SOC 2. Donc, on a fait des cartographies. Hein, je vais vous montrer ça. Donc là, c'est assez abscon pour l'instant parce que c'est tous les items de recherche qu'on peut avoir. Donc ça se lit, les lignes, c'est ce qu'on fait dans le GDR. Il y a une granularité assez fine. Les colonnes, c'est tous les laboratoires. Et il y en a tellement qu'ils ne sont pas forcément tous là, sinon ça aurait été illisible. On est en train de travailler pour la présenter effectivement avec une société sur le site web pour que ça soit un peu plus lisible.
Derrière, on a le même genre de cartographie qui est déjà réalisé par les formations, qui est tout aussi lisible quand on l'apprend comme ça, bien évidemment. Excel, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour visualiser, c'est fait pour préparer les données. Donc, on est en train de travailler à la mettre en œuvre derrière. Et donc, les partenaires auront accès à tout ça pour pouvoir identifier les partenaires de recherche et les étudiants. Et je pense que j'ai à peu près fini. Donc, je vous laisse noter l'adresse de Yann O'Connor si vous voulez adhérer au club des partenaires. Et vous êtes vraiment les bienvenus. Petite, moyenne entreprise, grande entreprise, ça a un coût hein, que je n'ai pas en tête, mais effectivement, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Donc, envoyez un mail à Yann O'Connor qui vous enverra par retour de courrier rapidement la convention à signer. Voilà, je m'engage pour toi, Yann. Tu n'avais qu'à être là. Et c'est fini. Voilà pour le club des partenaires. Et je laisse la parole maintenant à Sébastien Piment, à moins que vous ayez des questions sur le club en lui-même, d'ailleurs. Peut-être. Peut-être juste une précision, Bertrand, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vas-y, on t'écoute. Donc, effectivement, pour la convention, c'est une convention type hein, qu'on a à disposition avec le CNRS. Et chaque partenaire, en fait, on établit une convention au cas par cas. Donc, il sert de base, cette convention type, et ensuite, on rédige le contrat avec chaque partenaire. Est-ce que vous avez d'autres interventions dans l'amphithéâtre? Non. Alors maintenant, c'est le moment du concours Risque 5 et je laisse la parole à Jérôme et Sébastien. C'est Jérôme qui parle. Voilà, ça a été décidé, désolé. Bonjour tout le monde, j'attends que les planches se présentent. Bonjour Yann, bonjour Bertrand. On a aussi Olivier Bonneau avec nous. Puis on a d'autres participants. Sébastien faisait partie du concours. Nicolas Ventroux était derrière tout ça. Et puis on doit avoir Pascal Benoît à distance. Ah, mince. J'attends juste la difficulté technique la plus importante qu'on ait à résoudre, l'affichage de planches, et on sait que ça commence bien. Ouais, c'est bon. J'appuie sur les touches, je suppose, pour passer. Je vais trouver. Merci. Je m'appelle Jérôme Quévremont. Je travaille chez Thales Recherche et Technologies, mais je ne suis pas seul dans l'histoire. Il y a eu toute une équipe qui a organisé sur cette année universitaire le premier concours national pour les étudiants autour du Risque 5. Le thème technique de cette année, c'était l'optimisation sur FPGA du cœur Ariane, qui a été renommé depuis CVA6. C'est une histoire qui a commencé l'été dernier. Il y a eu toute une année scolaire et aujourd'hui, on remet les prix. Donc, juste pour replanter le contexte, mais vu les posters que j'ai vus, je pense que tout le monde est à peu près au courant que RISC-V, c'est un jeu d'instruction qui peut servir à faire des processeurs, mais ce n'est pas un processeur, c'est juste le langage ou la grammaire commune qui permet de générer beaucoup d'interopérabilité. Et ensuite, le CVA6, qui est un nom qu'on n'a pas toujours très bien en bouche, qui est le nom, selon l'Open Hardware, d'Ariane, qui a été créé par l'ETH Zurich. Et CVA6 existe en 2 parfums, 64 bits créés par ETH Zurich et 32 bits, beaucoup plus récents, créés par des collègues de Thales. L'objet du concours, c'était de demander aux étudiants d'optimiser ce cœur 32 bits pour une plateforme FPGA. C'était de générer des nouvelles idées et puis
avoir un sujet d'enseignement intéressant. En sortie, on leur a demandé des codes sources, des rapports, et puis il y avait des critères pour le concours, parce que on peut pas décider comme ça sans critères. Alors les critères étaient très importants. C'était augmenter la fréquence, ensuite augmenter la performance par unité de fréquence sur l'algorithme Cormark, limiter ou réduire la consommation des ressources FPGA. Puis on avait mis un critère aussi sur l'élégance de la solution, qui était on casse le moins de choses possible. Alors chaque critère avait des points. Les équipes comportaient 1 à 4 étudiants en master. Alors, c'était surtout pour des master 2, mais on a eu aussi des master 1. Et elles pouvaient avoir un jeune thésard avec elles. Et on a lancé ça en octobre. Et la remise des résultats, ça a été le 23 avril. On a eu 13 équipes qui se sont inscrites, et juste après leur inscription, on leur a dit restez chez vous, il y a le Covid, tout est très compliqué. Donc toutes les équipes n'ont pas produit des résultats, mais j'insiste pour dire que beaucoup d'équipes qui n'ont pas produit de résultats se sont beaucoup impliquées, et on comprend très bien la situation difficile dans laquelle elles ont été. Il y a des équipes qui ne se sont pas rencontrées physiquement. Ça, ce sont les 5 équipes qui ont présenté leurs résultats. 2 équipes à Télécom Paris, une équipe à Centrale Lyon, une équipe à Toulouse 3 et une équipe à Montpellier. On a eu une soutenance de ces équipes la semaine dernière. On leur a annoncé les finalistes. Et les finalistes sont l'équipe Risky Business de Télécom Paris et l'agence Tourisque de Toulouse 3. Et oui, on passe à la présentation. Donc, ils ont enregistré leur soutenance. Donc, on va vous passer les 2 soutenances. Et puis moi, je vais me taire pendant ce temps-là. Non. Bonjour, nous sommes l'agence Tourisque et aujourd'hui, je vais vous présenter notre travail dans le cadre du concours OpenHW. Nous avons donc commencé par prendre en main la touche RSQ5, le simulateur Questa et le processeur en lui-même. Il nous a fallu à peu près 2 semaines pour comprendre son architecture à partir de la description en système Verilog. À partir de nos connaissances, nous avons dégagé 3 axes d'optimisation: la prédiction de branchement, le renommage de registre et l'exécution superscalaire. Concernant la prédiction de branchement, nous nous sommes rendus compte que le Cormark contenait une routine de trifusion qui est très dépendante des données d'entrée et que cette approche serait donc limitée. De plus, les techniques modernes de prédiction de branchement comme le TAJ utilisent beaucoup de ressources, ce qui fait que le ratio gain-taille n'est pas intéressant. Nous continuons donc par explorer la piste de l'exécution superscalaire, c'est-à-dire exécuter plusieurs instructions à un seul cycle. Pour pouvoir exécuter plusieurs instructions en un seul cycle, il faut que l'on soit capable d'émettre au niveau de l'issue stage plusieurs instructions en un cycle. Et pour pouvoir faire ça de manière efficace, il faut être capable de décoder plusieurs instructions en un cycle. Et donc pour cela, de récupérer plusieurs instructions en un seul cycle. Par défaut, le front-end récupère 32 bits venant du cache, ce qui correspond à une seule instruction. Nous avons donc modifié l'interface du cache pour qu'elle transmette 64 bits et donc que l'on récupère 2 instructions à un seul cycle. Un paramètre existe au sein du processeur pour augmenter la taille des blocs, mais dans ce cas, le réaligneur ne fonctionne plus. La génération du prochain PC ne marche plus correctement. Et il y a quelques bugs mineurs dans la queue d'instruction qu'il a fallu corriger. De plus, il faut que la queue d'instruction soit capable d'envoyer 2 instructions en un seul cycle au décodeur, ce qui n'est pas le cas par défaut. Alors, par défaut, les tâches de décodage ne peuvent envoyer qu'une seule instruction par cycle à l'essence d'envoi, si jamais l'instruction est valide et qu'elle reçoit un acquittement. Maintenant, notre étage de décodage est capable d'envoyer 2 instructions par cycle si la seconde utilise value, s'il n'y a pas d'exception,
et si jamais la deuxième instruction n'est pas un branchement. Concernant le renommage de registre, nous sommes maintenant capables de renommer plusieurs instructions en un seul cycle. En parallèle, nous avons aussi étudié la possibilité d'avoir plus de 2 instructions écrivant dans le même registre dans le scoreboard, mais il s'est avéré que cette technique ne permettrait d'avoir que des gains minimes. L'étage d'envoi est l'étage le plus lourd du processeur. Nous l'avons amélioré pour qu'il puisse mettre plusieurs instructions en un cycle. Cela a donc nécessité de modifier sa logique pour prendre des décisions sur 2 instructions en même temps. Nous gérons aussi l'interaction entre 2 instructions s'exécutant au même cycle. Et il y a beaucoup de patterns d'instructions, par exemple les arrows, les multiplications, les CSR, qui ne peuvent pas être exécutés avec une autre instruction. Dans les tâches d'exécution, les différentes unités d'exécution sont regroupées en 2 catégories. D'abord les FLU, qui contiennent l'ALU, le multiplicateur ou l'unité de branchement, et d'autres unités, par exemple la load store unit ou la FPU. Nous avons décidé de rajouter uniquement une ALU, car il s'agissait de la solution la moins coûteuse pour gagner le plus de performance possible. Lors de nos travaux, nous avons modifié les étages de fetch, de décodage, d'envoi et d'exécution. Toutes les composants que nous avons modifiés sont représentés en rouge sur le diapo. Nos modifications ont donc permis l'augmentation du score core mark de 19%, passant d'environ 111 points à environ 133, tout en conservant la taille du processeur en dessous des limites imposées par les règles du concours. Pendant le développement, nous avons uniquement travaillé sur le simulateur, ce qui a fait que nous avons découvert des problèmes dans nos modifications uniquement lors des phases finales du projet. Par exemple, la présence de boucles combinatoires lorsque nous essayons de synthétiser le processeur sur le FPGA, ou de problèmes d'exécution qui étaient liés à des valeurs indéterminées venant du cache d'instruction, qui sont ici sur Questacine. Ces problèmes n'avaient pourtant aucun effet sur la simulation. Voici donc le résultat de l'exécution du core mark sur le FPGA. On obtient donc un score de un peu moins de 130 points. Notre processeur utilise un peu plus de 20 millibuts, ce qui nous place en dessous de la limite, et la fréquence de fonctionnement est toujours de 25 MHz. Cependant, nos modifications ont grandement augmenté le chemin critique, ce qui fait qu'on ne peut pas l'augmenter sans optimisation supplémentaire. Ce concours a été une bonne expérience pour nous. Il nous a permis de découvrir une architecture plus complexe et plus performante que ce que nous connaissions au travers de nos cours. Nous vous remercions pour cette opportunité et pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Risu Sukawa, je suis étudiant M2 Télécom Paris et je fais partie de l'équipe History Business à Télécom avec Philippe Lisboa, un doctorant, et Florian Brandner, notre superviseur. Aujourd'hui, on va vous présenter les résultats qu'on a obtenus. Le premier résultat que je vais vous présenter, c'est par rapport à l'utilisation des ressources mémoire, des ressources matérielles de FPGA, notamment les ressources mémoire, donc les blocs RAM. Du coup, là, l'idée, c'est qu'on a pris le register file qui était a priori synthétisé en utilisant les flip-flops et on a remplacé ce code pour utiliser les blocs RAM et l'outil RAM. C'est-à-dire, et pourquoi on fait ça? À cause que les flip-flops, ils permettent de faire plus de choses, on est pour libre là-dessus, mais par contre, on doit faire nous-mêmes cette interface, par exemple, c'est la logique d'être très sage. Une chose qu'on n'a pas besoin de faire dans les blocs RAM ni dans l'outil RAM. Du coup, on gagne, on réduit le nombre de loots et le nombre de flip-flops. Par contre, comme je dis, les blocs RAM et la l'outil RAM, elles ont une interface qui est fixe et aussi, du coup, une performance et un protocole fixe qu'on doit respecter. Les blocs RAM, elles ont des positions spécifiques dans les matériels. Et du coup, si on a quelque chose plus, si on a un circuit, si on a un loop, un circuit logique trop loin, les données, c'était le retour des données pour prendre beaucoup de temps. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Le loop RAM, par contre, il est plus distribué
il est plus rapide aussi. Euh, donc, une chose qu'il faut dire, c'est que c'est le code qu'on a utilisé pour les Blue Terrain, le code source, le code de base, on a trouvé sur le repo Git de code de la compétition. Mais du coup, il ne marchait pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on a trouvé des erreurs et on a réglé tous les problèmes pour qu'ils puissent marcher. Donc, on présente ces résultats. Les backends étaient un code qu'on a fait 100%, 100%. Et bon, voilà. Voilà les résultats. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau fréquence, on ne gagne pas forcément grand-chose. Par contre, au niveau loot et au niveau flip-flop, on réduit quand même beaucoup de choses. Là, on gagne 6% au niveau loot et 10% au niveau flip-flop. Bon, maintenant je passe la parole à Philippe. Donc notre deuxième idée d'optimisation, c'était de couper le pire schéma de timing du processeur en tout simplement mettant un flip-flop, un registre à moitié du schéma. Alors cette technique, c'est ce qu'on appelle le retiming, qui consiste en juste à gérer des régions qui ont des schémas plus critiques en temps, en mettant des opérations qui consomment beaucoup de temps dans d'autres parties, dans d'autres schémas. Et voilà, donc l'idée, comme je le disais, c'est tout simplement de couper le pire schéma afin d'augmenter la fréquence. Pour faire cela, nous avons analysé les fichiers générés par les outils de synthèse qui montrent le pire schéma et nous avons identifié de quoi il s'agit et trouver un signal qui se trouve plus ou moins à la moitié du schéma et insérer, en termes de code c'est très simple, on va juste insérer un flip-flop. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire et nous l'avons fait 2 fois parce que après la première fois, nous avons vu que ça marche. Du coup, nous avons pris le résultat de ces premiers changements et notamment le premier changement était fait dans le module responsable pour la division, dans l'unité fonctionnelle de division, l'étape d'exécution du pipeline. C'était un flow de exception et on faisait un flush dans la queue d'instruction dans les front-end du processeur. Et après, on l'a fait encore une fois avec les résultats de la première fois. Et voilà. Donc ça a marché, je vais vous montrer par la suite le résultat. Et bon, juste une autre remarque, c'est que cette technique, il faut faire beaucoup attention parce que, bon, d'abord, il faut voir le numéro 1 des problèmes, c'est si c'est quelque chose très demandé, par exemple un load, quelque chose qui arrive très souvent dans le processeur, ça vaut pas le coup parce que, bon, cette instruction, elle va avoir un cycle de délai de plus. En deuxième place, il faut voir aussi si ces changements, si ces registres qu'on a inclus, s'il ne va pas impacter d'autres schémas en mettant un cycle de délai. Bon, dans notre cas, bon, je vous montre là. Dans notre cas, nous avons fait tourner le core mark avec nos changements et ça n'a pas du tout impacté. On a gagné en fréquence, il n'y a aucune perte. Donc nous sommes arrivés à la conclusion à la fin qu'on n'a pas impacté d'autres schémas importants pour les processeurs. Alors, le idéal, ce serait de faire tourner en anglais un Logic Equivalence Checker pour voir si on introduit des bugs dans le système en faisant ça. Bon, mais dû à des contraintes du temps et d'autres raisons, nous ne l'avons pas fait, mais pas faire tourner le code, nous n'avons pas eu de problème. Et oui, je vous montre le résultat par la suite. Nous pouvons donc très bien voir dans ces tableaux, par la deuxième ligne, c'est l'insertion du premier flip-flop, qu'on a gagné à peu près 26% en fréquence. On a éliminé le schéma critique, on n'a pas d'impact sur les corps marques, et on a utilisé un flip-flop de plus. Après que nous avons fait la deuxième fois, nous avons gagné encore un peu en fréquence, pas énormément, et aussi au coût de un flip-flop de plus et une lutte de plus. Et lors du deuxième changement, on a aussi gagné un peu au niveau du core mark. Bon, je prends la parole pour parler sur les optimisations qu'on a fait au sein du scoreboard, les micro-optimisations. On a remplacé des opérations ternaires par des end bit à bit. Bon, les résultats étaient sur le tableau ici. On peut voir qu'on a un tout petit peu de performance, mais par contre, on a ajouté plus de luttes. Et du coup, là, on s'est arrêté là et pour se dire qu'il ne fallait pas peine de faire ça dans tous les codes. Bon, je passe la parole encore une fois à Philippe.
Alors, une autre chose qui peut être mise en place, c'est l'augmentation des tailles de structures de prédiction de branchement et la cache. Alors, ça, nous avons découvert quand on analyse le compteur de performance, les exemples du core mark, que la plupart de fautes s'est fait au niveau de la cache d'instruction et de mise prédiction des branchements. Du coup, en augmentant la taille, on arrive à améliorer un peu la performance, le core mark. Et c'est à cet instant-là qu'il c'est intéressant d'avoir sauvegardé un peu en termes des minutes utilisées et de flip-flop dans d'autres parties du code. Et bon, nous n'avons pas mis ça dans notre résultat final parce qu'on préfère avoir le gain de réduction des tailles comme résultat plutôt que cette faible augmentation du core mark. Mais on trouve quand même intéressant de parler de ça un peu. Alors, sur notre résultat final, nous avons un gain de 20 à presque 23% de la fréquence maximale. Le core mark a augmenté un peu, 0,31%, et nous avons gagné, nous avons réduit le nombre de luttes en 6% et le nombre de flip-flops en 10%. Ça en utilisant le banc de registres synthétisé avec des luttes RAM. Pour la version avec le banc de registres en bloc RAM, nous avons une augmentation en fréquence à peu près pareille. Les score mark a aussi augmenté de la même façon et l'utilisation est un peu différente, mais les résultats sont à peu près les mêmes. Donc juste pour finir, nous avons pas mal de choses aussi que nous allons essayer de faire et pas eu le temps de finir. Ici, je ne vais pas entrer dans des détails pour chacune d'entre eux, mais ça inclut utiliser les librairies d'Xlinks par exemple et des extensions aussi de nos solutions sur les processeurs. Et pour conclure, merci de l'opportunité, c'est vraiment amusant, nous avons appris beaucoup. Et voilà, nous pensons que nous avons des résultats et c'est vraiment très bien. Merci pour l'opportunité. J'espère qu'ils ont entendu vos applaudissements parce que c'est assez impressionnant ce qu'ils ont pu faire. Ce qu'ils ont pu faire dans un temps court et un contexte un peu compliqué. Alors, on va aménager un peu de suspense et parce que c'est un concours qui a été co-organisé par Thales, par le GDR SOC 2 et par le GIP-CNFM. Et donc, on va passer la parole successivement pour une courte intervention aux gens qui ont veillé sur nous, à nos partenaires. Donc, d'abord, Yann O'Connor. Alors, Yann a une présentation. Yann a envoyé une présentation. Je ne sais pas comment. Je pense. Tu dois l'envoyer. Est-ce que vous le voyez là? C'est bon? Oui. Ok, très bien. Très bien. Bon, merci beaucoup. Merci énormément à Thales d'avoir été à l'initiative de cette action. Effectivement, comme Jérôme l'a dit, ça a commencé en été dernier. Et donc, on était ravis de pouvoir participer à ce concours. Donc là, je vais juste parcourir un peu pourquoi on a été ravis de le faire et puis qu'est-ce que ça a pu donner dans notre sens. Donc, deux raisons principalement pour lesquelles on était intéressé par ce concours. Premièrement, le sujet scientifique, technique sur le risque 5. Bien évidemment, le RISC-V et de manière générale, tout ce qui est matériel open source, c'est une tendance lourde. Ça ne cesse de croître en importance pour tous les labos membres du GDR, pour plusieurs raisons, hein, parce que ça donne accès à tout un écosystème de blocs IP, de logiciels. La traçabilité de ces cœurs ouverts, ça donne plus de garanties pour la sécurité. Le modèle économique est très différent, hein. Au lieu de choisir un vendeur et puis de subir son jeu d'instruction, bon, on choisit le jeu d'instruction de manière délibérée et puis on a tout un choix de vendeurs. Et puis pour la souveraineté à l'échelle nationale et puis européenne, c'est important de pouvoir maîtriser toutes les étapes dans la conception des processeurs. Donc ça, c'est la première raison, la raison technique et scientifique. La deuxième raison qui faisait que le GDR était le bon choix, le bon contact pour pouvoir mettre en relation
ce sujet avec les équipes d'étudiants, c'est que l'une des caractéristiques du GDR est que nous avons beaucoup de membres qui sont enseignants-chercheurs. Plus de 80% des membres du GDR sont des membres permanents, sont des enseignants-chercheurs, maîtres de conférences ou professeurs des universités. Donc ça donne accès à tout un vivier d'étudiants niveau master, et ça nous a permis effectivement de mettre en relation ces étudiants avec ce sujet. Bon, de manière générale, l'open source, il y a plusieurs niveaux, et c'est pour ça qu'on voit ça vraiment comme une tendance lourde qui est importante pour les années qui viennent. Bon, vous connaissez tous Arduino et puis maintenant, bien sûr, RISC-V, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi les initiatives autour des FPGA ouverts qui viennent d'être lancées, OpenFPGA. Et puis l'année dernière, il y avait également aussi, si on descend encore plus au niveau de granularité, les design kits ouverts 130 nanomètres de SkyWater qui étaient mis à disposition grâce aux actions avec Google. Donc, ça fait quelques années qu'on travaille ou qu'on mène des actions d'animation autour de open source. Ça a commencé en 2018. C'était essentiellement des actions, des axes méthodologie et calcul embarqué haute performance qui ont mené la danse pour l'open source. Donc, d'abord, en 2018, il y a eu une journée thématique autour du logiciel open source pour le matériel open source ou la conception open source. Et puis ensuite, on a participé aux meetings et semaines RISC-V qui ont eu lieu à partir de 2019, donc 2019 et puis en 2021. Et on a aussi organisé avec l'IRT Saint-Exupéry à Paris en 2019, en marge de ces réunions RISC-V, une journée thématique sur le RISC-V dans les systèmes embarqués pour des applications critiques. Et bien sûr, après, il y a eu d'autres animations comme une autre action en mars 2019 autour de open source hardware. Et ça, c'était en marge de Free Silicon Conference à Paris. Donc voilà comment on le voit. Et puis, donc juste pour finir, effectivement, le RISC-V, ça va continuer à croître. Là, j'ai trouvé des prévisions ou des pronostics économiques sur l'utilisation de RISC-V qui a un bel avenir devant lui. Et puis, juste en haut à droite, l'une et seulement une des raisons de pouvoir s'intéresser à RISC-V, c'est le coût de conception. À chaque fois qu'on va rendre les choses plus faciles d'utilisation, avec une granularité qui est plus importante, on va faciliter la conception. On arrive quelque part au rêve qui était énoncé il y a quelques années, que le processeur devient le porte-nombre du XXIe siècle. Et là, on voit que le coût de conception, ça atteint des montants astronomiques, hein, et on parle uniquement de conception, pas de fabrication. Donc là où on était effectivement autour de 100 millions de dollars pour la conception d'une puce, maintenant, avec une technologie très avancée à 5 nanomètres, on atteint les 500 millions de dollars. Donc à chaque fois qu'on peut simplifier le design, utiliser les blocs qui sont plus gros, ça permet effectivement de réduire les coûts. Donc voilà pourquoi on pense que c'est quelque chose qui est important, et on a été ravis vraiment de participer à ce concours avec Thales. Merci beaucoup. Tu peux me mettre la présentation. Donc, bon après-midi à tous. Certains me connaissent, peut-être certains un peu moins. Donc, je suis Olivier Baudot. Je suis actuellement professeur émérite. L'âge aidant, on devient émérite. Ce n'est pas forcément une qualité, hein, c'est une situation. Hein. Et de l'Université de Rennes 1 et de l'UETR, j'étais professeur à Supélec Rennes, aussi à l'INSA dans le cadre de master commun, et à l'Université de Rennes 1 et puis un petit peu ailleurs, notamment à l'étranger. Et depuis 2010, je suis le directeur général du groupement d'intérêt public, qui est la coordination nationale formation microélectronique. Voilà, c'est ça. Donc, c'est écrit en dessous pour ceux qui ne retiendraient pas. Donc, ce groupement d'intérêt public a pour mission de favoriser la formation. C'est pour ça que j'ai été tout à l'heure très content d'entendre que c'était important la formation. Hein. La formation
global au niveau des techniciens, ingénieurs, docteurs dans le domaine de l'électronique, la microélectronique. Et donc, on a 12 pôles, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il y a 12 pôles interuniversitaires. L'INSA fait partie du Centre commun de microélectronique de l'Ouest, par exemple. Mais il existe à Bordeaux, à Toulouse, à Grenoble, à Paris, Paris-Centre, Paris-Sud, enfin bref, Lille, Strasbourg. Bon. Et ces plateformes, ces groupements permettent d'avoir des outils, des plateformes. Et en plus, on a à Montpellier, donc c'est avec Pascal Benoît. Je ne sais pas si Pascal il a réussi à se connecter. Ah oui, c'est fabuleux. Merci Pascal. Donc c'est avec lui que j'ai préparé cette courte présentation. Donc il est directeur des services nationaux. Les services nationaux, c'est tout simplement le pôle qui coordonne toute la gestion et la négociation avec les fournisseurs des outils de conception. Et en particulier aussi, ça va intéresser mes collègues de Thales, l'utilisation de FPGA. En particulier, donc, on avait lancé depuis 2011, je pense que c'est juste Pascal, une opération qu'on avait appelée une carte en étudiant. Et pour donner une idée, je crois qu'il y a eu 7300 et quelques cartes qui ont été mises à disposition des étudiants pour que pendant leurs études, ils puissent utiliser ces cartes dans le cadre de leurs travaux pratiques, de leurs projets, voire de leurs stages, au niveau comment dirais-je, de leur formation. Bon, en général, c'est plutôt au niveau master et ingénieur, mais c'est utilisé aussi à des niveaux un peu plus faibles au niveau des diplômes. Donc, vous voyez que c'est très important ce réseau. On a à peu près 17 000 étudiants et usagers qui viennent. Alors, pourquoi je dis étudiants et usagers? Parce qu'il y a aussi bien des étudiants universitaires, etc., mais on peut avoir aussi des ingénieurs qui viennent pour des formations complémentaires. Et on a aussi, depuis quelques années, des lycéens qui viennent en sensibilisation, car on n'a pas assez d'étudiants dans le domaine, ça a été déjà évoqué. Et donc, on essaye d'attirer ces jeunes au niveau du secondaire et qui viennent sur nos plateformes. Sur les 17 000, il y a à peu près, je crois que c'est 9 000, peut-être que Pascal va confirmer, il y a 9 000 qui sont utilisateurs des outils de conception, sachant qu'on a 7 000 qui sont utilisateurs de FPGA. Mais dans les 7 000, ils utilisent aussi d'autres outils, c'est très important. Voilà. Et donc, je vais essayer, alors bien sûr, ça a déjà été un petit peu dit, mais donc, ce qui est important, bien sûr, c'est d'avoir ce lien entre la formation, la recherche, l'industrie. Ça apparaît haut. Et puis, bien sûr, les étudiants, il faut les amener. Donc, c'est très important d'avoir ces relations-là. Et juste, je vais quand même donner 2 ou 3 mots sur le contexte actuel. Donc, depuis 3 ans, on travaille avec les industriels et en particulier donc le Axial Alliance Électronique, qui est le syndicat des industries de l'électronique, dont Thales est aussi un membre, si je ne me trompe pas, et qui, on essaye de favoriser au niveau national déjà l'électronique. Alors, depuis 2 ans, le ministère de l'Industrie, qui en fait les finances aussi, a accepté le fait qu'il y ait une filière électronique qui existe, avec un comité stratégique de filière, et c'est devenu une filière donc dite stratégique, donc on doit développer, et en particulier, tous les outils dont on a parlé juste avant sont importants dans ce cadre-là. On fait partie, un grand nombre d'entre nous, du comité stratégique de filière avec des groupes de travail. Moi-même, je suis impliqué, bien sûr, dans le groupe de travail emploi et compétences. Je travaille pour la formation, donc il y a l'emploi qui est derrière, bien évidemment. Et donc, on travaille tous pour essayer d'améliorer les choses, sachant qu'il y a un plan de relance. Alors, juste pour votre information, j'ai quand même des grosses difficultés. C'est que dans le cadre du plan de relance, bien sûr, c'est pour la filière électronique, c'est avec des industriels. Quand je fais des projets, bien sûr, qui sont en liaison avec des industriels, mais pour la formation, la direction générale des entreprises me dit « mais attendez, ça c'est de la formation, ça ne me concerne pas ». Et quand je vais du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il me dit « attendez, ça c'est pour les industriels, ça ne nous intéresse pas ». Voilà, donc j'ai des soutiens un peu faibles en ce moment. Et avec Pascal et avec tous les autres collègues, on essaye d'avancer pour convaincre que si on ne fait pas l'ensemble, la relance, ça se fera avec personne et donc ça sera difficile de la faire. Voilà. J'arrête ici, c'est simplement pour montrer qu'on a beaucoup de travail en ce moment
malgré toutes les annonces qu'on en a en disant que la filière est importante, c'est stratégique, etc. Le concours, ben, c'est une excellente initiative. Je reprends les mots texto de Pascal, qui l'écoute. Voilà, pour renforcer ses partenariats. Et donc, ce que j'ai dit aussi, pour nous, c'est très important au niveau des tutelles. Si le GIP a été renouvelé pour 5 ans cette année, c'est grâce au fait qu'on montre toutes ces activités. Sinon, on serait déjà mort. Donc, c'est très, très important. Alors, on nous a diminué les crédits parce que c'est une filière prioritaire. C'est normal. Voilà. C'est soutenu, bien sûr, par le GIP, le concours, via donc les services nationaux, puisque Pascal était même, je crois, dans le comité d'évaluation et du jury, c'est ça, oui. Voilà. Et donc, très bonne participation. Alors, tous les participants initiaux, ils ont été évoqués tout à l'heure, ils n'apparaissent pas, mais tous ceux qui ont fait des choses, ils apparaissent ici. C'est Pascal qui me l'a transmis, donc j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Et on voit en bleu les deux sur lesquels on a eu les présentations il y a quelques minutes. Voilà. Donc, je vais aller très vite quand même. Je dis quand même que c'est très important de lier actuellement, justement dans le cadre de la stratégie, du plan de relance, de la filière électronique, du comité stratégique de filière, de bien montrer qu'il y a une relation étroite entre la formation, la recherche, l'industrie et le monde des étudiants. Alors, quand je dis étudiants, ça peut être aussi des gens qui arrivent des entreprises. Pour moi, c'est tout le monde. Voilà, donc c'est très, très important. L'action de Thales, on l'apprécie énormément parce que c'est un moyen aussi de montrer à nos tutelles qu'on fait ça. Donc, et puis après, pour les étudiants, je pense que ça sera intéressant aussi. Mais ça, c'est la suite. Je m'arrête ici. Merci à tous. Et bien sûr aux services nationaux qui ont géré toutes les cartes, etc., en particulier. Pascal, tu as un mot à dire en plus, si tu veux? Ouais, bonjour à toutes et à tous. Je crois que le timing est un petit peu serré, donc je vais faire très très vite. Donc juste remercier côté services nationaux Thierry Gilles qui s'est occupé de la distribution des kits et Jérémy Salle qui a géré les accès aux outils. Voilà, et ça a été un plaisir de travailler avec Jérôme et Sébastien sur cette première édition et j'espère qu'on aura l'occasion de le renouveler dans un contexte peut-être un peu plus facile l'année prochaine. Et puis félicitations aussi aux deux finalistes et merci à l'ensemble des gens qui se sont impliqués, étudiants et enseignants. Voilà, ça sera tout. L'orateur suivant est Bertrand Tavernier, VP Software Technical Domain, mais Bertrand, tu me corrigeras. Chez Thales, Bertrand fait partie de la direction technique de Thales et il a été dès le début un soutien et un support. Et puis Bertrand annoncera les prix et je ne serai que son bras localement. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Eh ben, bonjour à tous, donc Bertrand Tavernier. Je suis effectivement en charge du domaine technique logiciel en fait dans la direction technique du groupe Thales. Alors déjà une première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi effectivement c'est dans le domaine technique logiciel qu'on a amené ces choses et en particulier RISC-V et l'open source hardware. En fait, il y a un certain nombre de raisons assez simples. Donc déjà la première, c'est que le computing au sens large et donc on va dire la manière dont on va dire les designs électroniques, leur modèle de programmation et les logiciels qui tournent dessus apportent une certaine efficacité. C'est un sujet qui est adressé dans le KTD logiciel. Le deuxième élément, en fait, c'est qu'ici, on est en train de parler d'open source et donc l'open source, c'est quand même une tendance qui vraiment est née du logiciel et il y a une dimension effectivement culturelle dans la manière de construire un certain nombre d'assets communs, un capital commun en open source et c'était déjà des choses qui étaient dans le domaine logiciel. Et le troisième, et je pense que le concours est une parfaite illustration de ça, c'est une tendance alors qu'on appelle software driven hardware qui était assez bien illustré dans le schéma Diane, c'est-à-dire que si on regarde la taille que prend la barre du développement logiciel, on se rend compte que ça devient un peu prépondérant. Et donc, ça nous amène aussi à concevoir des systèmes électroniques qui sont là aussi pour exécuter de manière optimisée un capital logiciel qui prend de l'ampleur presque indépendamment du matériel. C'est-à-dire que le logiciel commence à avoir sa vie propre. Et typiquement, ce qu'on voit dans le concours, c'est un peu l'idée, c'est une des idées qui était pertinente aussi dans l'open source
source hardware, dans le fait de s'appuyer sur un jeu d'instructions standard, dans la capacité vraiment à optimiser un capital logiciel en adaptant le matériel et en l'optimisant en fonction d'objectifs qui sont vraiment des objectifs logiciels, d'un patrimoine logiciel qui est de plus en plus gros. Alors pour revenir sur RISC-V, en fait, c'est le RISC-V quelque part, moi je suis extrêmement, on va dire enthousiasme, quand je vois le résultat du concours et puis quand je regarde aussi le chemin parcouru, en tout cas pour notre expérience, Thales, parce que, il y a 4 ans, c'est un pari qu'on a fait et bon je rends, là-dessus hommage à Arnaud Samama. Je ne sais pas s'il est connecté, c'est lui qui, côté Thales, a été un de ceux qui ont vraiment poussé ça à l'époque où vraiment c'était un pari et comme tout pari, il y a une part de risque et on ne sait jamais ce que ça va devenir et comment ça va grandir. Et c'était un pari qui était en réponse à un challenge technologique Thales. Donc déjà, la première chose, et c'est vrai pour l'open source en général, hein, ces approches open source, on parle effectivement de réduire les coûts, mais c'est pas pour avoir des composants gratuits, hein. C'est vraiment pas ça l'enjeu. On est vraiment dans un enjeu qui est un enjeu de se créer un capital commun. Capital commun veut dire qu'effectivement, il appartient à tout le monde. Et c'est là où on voit tout le jeu de l'innovation et de pouvoir innover autour de ce capital commun avec les mêmes règles du jeu et en allant effectivement chercher des réponses à des challenges qui, eux, peuvent être différents. Si on prend effectivement les challenges de Thales, on parle de systèmes critiques, donc c'est des systèmes, on va dire, qui sont embarqués, donc qu'on soit effectivement sur des systèmes qui vont permettre de faire du contrôle aérien, de gérer effectivement les commandes, une partie des commandes de vol d'un avion, que ce soit des systèmes, on va dire, qui vont permettre de gérer les aiguillages des trains, des satellites ou même des systèmes de défense. Ces systèmes, en fait, ils ont une dimension critique. Ils ont une dimension où ils combinent safety et sécurité, et c'est des systèmes qui sont à haute valeur ajoutée technologique. Donc, j'ai cité le spatial, l'aérospatial, le transport, la défense, la sécurité digitale, qui sont les marchés de Thales. Et puis, ces systèmes, ils ont une particularité, c'est que ils sont à haute valeur ajoutée technologique, mais c'est des faibles séries. Quand on regarde quelque part, on travaille sur, par exemple, une constellation de satellites, qui est quelque chose d'assez énorme, effectivement, en termes de volume. On parle de 300 satellites qui sont tous à haute valeur ajoutée technologique. Quand on va voir effectivement les fournisseurs semi-conducteurs et qu'on parle de 300 satellites, c'est des très très faibles séries. Donc on avait ces challenges qui sont à la fois la haute valeur ajoutée, donc le fait de faire des designs qui sont optimisés pour l'usage dans des conditions environnementales, que ce soit le désert, que ce soit l'espace, que ce soit effectivement des systèmes très déportés, contraintes, avec des gros objectifs de performance et de consommation. Le deuxième aspect sur la safety et la sécurité, ça veut dire qu'on est engagé sur le bon fonctionnement de nos systèmes. C'est effectivement un engagement qui est très fort et ça nécessite une maîtrise de l'ensemble du design et de l'ensemble et en particulier du processeur et du système on chip. Le troisième élément, c'est les faibles séries. Et là, on peut aussi regarder les questions sur la filière et des questions de souveraineté, parce qu'en parallèle de ces faibles séries, on le sait, on est sorti, on va dire, de l'ère bénie du general purpose computing pour passer dans des systèmes qui sont beaucoup plus liés aux applications pour un domaine, avec une optimisation pour un domaine d'usage précis. Et là, quand on a des faibles séries, notre domaine d'usage, il n'est pas toujours très bien couvert, surtout quand les acteurs de la filière, quelque part, eux-mêmes se regroupent. Un des exemples de ce regroupement en cours, c'est par exemple le regroupement entre NVIDIA et ARM. Et effectivement, là-dessus, nos faibles séries posent un problème. Et puis, on a parlé de la maîtrise des dépendances technologiques, qu'elles soient au niveau Thales, au niveau France, au niveau Europe, dans lequel c'est un enjeu. Donc, pour revenir sur le pari de RISC-V qu'on a fait il y a 4 ans, au départ, on est parti en tant que promoteur d'une technologie qui nous semblait extrêmement pertinente dans notre contexte et vu quelque part les challenges que j'ai listés. Et puis, on a commencé par un certain nombre de use cases, de retours d'expérience. On a rejoint la fondation RISC-V en tant que membre Platinum, c'était fin 2018. Et en 2019, on a commencé à organiser un certain nombre d'événements en France. Je me souviens, on a fait un premier hackathon
hackathon, donc c'était sur du RISC-V. Donc, enfin, c'était pour nous quelque chose de nouveau parce que faire du hackathon sur vraiment de la microélectronique dans lequel on commence à optimiser, on va dire, le processeur. Grâce à l'ouverture qu'apportait RISC-V, il y avait un côté assez formidable à ça. En tout cas, moi, je me souviens avoir été bluffé, par exemple, d'avoir vu une équipe, c'est pas eux qui ont gagné, mais ça montrait un peu la rupture qu'il pouvait y avoir, une équipe composée que de gens issus d'une culture logicielle embarquée et qui, effectivement, s'étaient approprié le chisel pour y amener un certain nombre d'innovations. Donc, on voit vraiment un terreau d'innovation qui était absolument formidable. En 2019, et là, en fait, je remercie vraiment ce que, on va dire, le GDR SOC 2 et le GIP CNFM, donc Yann, Olivier, Pascal, ont apporté. En 2019, on avait un peu cette frustration dans le passage à l'échelle d'avoir surtout, on va dire, on avait organisé ça en France avec cet événement et beaucoup de participants issus du monde entier, assez peu, on va dire, d'étudiants, d'académiques, de français au sens large. Et effectivement, on peut voir qu'entre ce premier hackathon en 2019 et ici, avec une participation vraiment que je trouve fantastique de 13 équipes issues de 10 écoles d'ingénieurs ou universités françaises prestigieuses, dans un contexte compliqué, comme on l'a dit, quand on voit la pertinence des résultats, ben moi, je suis vraiment épaté. Et en fait, ça s'inscrit vraiment dans une logique de montée en puissance de RISC-V ou même de Thales vis-à-vis de RISC-V, vu qu'en fait, on est passé de ce rôle un peu de promoteur à un rôle vraiment acteur. On a parlé du CVA6 32 bits, qui est vraiment une contribution forte de Thales en open source hardware, avec effectivement la capacité d'alimenter ce capital commun pour en faire des briques qui sont vraiment des briques partagées. Et c'est vraiment aussi un des enjeux derrière RISC-V dans le passage à l'échelle, c'est le passage à une échelle industrielle. Et effectivement, un des pièges de ça, c'est le risque de fragmentation, c'est-à-dire qu'on a un standard et on a N processeurs qui implémentent ce standard, et quelque part, aucun n'atteint vraiment la maturité, on va dire, industrielle qu'on peut trouver, par exemple, dans les processeurs ARM ou autres. Donc ça, c'est un de nos enjeux pour nous, et c'est pour ça qu'on est membre fondateur d'Open Hardware Group, avec effectivement la volonté d'investir dans un nombre limité de processeurs pour justement les faire monter à un niveau industriel. Donc voilà les quelques éléments que je voulais amener, reposer un peu l'histoire, et vraiment une grande fierté et un grand merci à l'ensemble des participants pour à la fois l'engagement dans un contexte difficile et la pertinence des résultats que je trouve assez admirables. Alors, est-ce que je passe à l'annonce des résultats? Parce qu'au-delà du speech, je pense qu'il y a une certaine attente. Alors, est-ce que je commence par le problème, c'est qu'il y a que deux, donc forcément, quand j'aurai annoncé l'un, l'autre sera à peu près effectivement au courant de sa position. Donc, bon, je vais commencer quelque part par le prix spécial du jury. Donc le prix spécial du jury, en fait, effectivement, ici, ce qu'on a voulu vraiment souligner, c'est la prise de risque et la capacité quelque part d'innovation. Donc le prix spécial du jury, en fait, on le remet à l'équipe l'agence Tout Risque, qui a amené effectivement un grand gain de performance. Quand on regardait l'ensemble des critères, il y a eu vraiment de l'innovation dans l'architecture et la microarchitecture, avec l'ajout d'unités de calcul pour rendre le cœur superscalaire. Donc, il y a vraiment eu beaucoup, effectivement, de prise de risque. Ça a permis vraiment de gagner en performance, pas sur tous les critères. Et effectivement, ça a été une des raisons de nos choix, mais on a vraiment trouvé le résultat produit par cette équipe très impressionnant. Et donc,
Et donc, le premier prix est, je pense, assez facile à deviner. Donc, en fait, c'est l'équipe Risky Business. On voit qu'il y a eu effectivement un travail d'optimisation qui s'est vraiment inscrit dans l'esprit du concours, avec effectivement le fait de travailler à la fois sur la performance, l'utilisation des ressources. Et effectivement, et moi ce que je trouve passionnant, donc et ils ont gagné sur tous ces tableaux-là. Ce que je trouve passionnant, et c'est là, et je finirai là-dessus, c'est là où on voit la force de l'open source hardware, c'est que les deux innovations peuvent se combiner. Et on peut imaginer qu'en combinant ces deux innovations, on arrive encore à atteindre et à avoir dans ce capital commun des briques qui vont nous permettre de construire des systèmes embarqués innovants et différenciants, des briques de plus en plus performantes. Voilà, donc Jérôme, là. si... Est-ce qu'il y a... J'ai l'impression qu'il n'y a personne de Toulouse 3 ici. Donc bravo à toute l'équipe, Michael, Alban, Quentin, Ryan, également pour le support de Christine Rochange. Bravo à tous. On va vous reprendre contact avec vous pour vous envoyer les prix et puis le prix, la gratification. Ben, par contre, tu n'avais pas dit à quel point tu avais été généreux. Vas-y, je te laisse commenter. Donc, j'ai les chiffres en tête, mais je voudrais être sûr de ne pas commettre d'impair. Donc, l'équipe qui a reçu le premier prix se partagera la somme de 5 000 € et le prix spécial du jury, ils se partageront la somme de 2 000 €. Voilà. Je suis désolé de ne pas avoir eu quelqu'un à qui donner le diplôme de la part de Bertrand sur place, mais on reprend contact. Voilà. Ah oui, bien sûr, on avait dit ça. Bien sûr, bah, Felipe, tu peux revenir. Et puis, on a complètement... Les Césars sont bien mieux organisés. Hein. On laisse quelques minutes aux équipes lauréates pour remercier, dire ce que vous avez à dire. Et moi, je m'efface. Allô. Bon, bonjour à tous et à toutes. D'abord, je remercie l'organisation de la compétition. Je pense qu'en tant que participant, c'était vraiment, pour la formation, c'était génial parce que moi, en tant que doctorant, des fois, c'est très théorique. Là, je trouve que c'était un projet d'ingénieur. Et on a pris un code qui était... Bon, le code, il n'y avait pas de consigne, juste optimisez-le. Et du coup, il fallait chercher pas mal de choses. Nous avons opté pour essayer d'optimisation plutôt au niveau, ça soit sur l'FPGA, et pas trop toucher l'architecture en soi. On trouvait que c'était les moyens, moins de travail, plus de résultats. Et je dis aussi, c'est impressionnant le résultat de l'équipe Toulouse. Je voulais aussi les remercier. Je ne sais pas s'ils ont pour la participation. Nous, on a aussi essayé quelque chose sur l'architecture, mais à la fin, on a cherché d'autres optimisations sur les branchements et je trouve impressionnant qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait. Moi, je suis un peu nerveux, je ne tendais pas à parler. Et voilà, donc je remercie tout le monde et voilà, c'est ça. Merci. Donc, si vous voulez prendre la parole à distance pour l'autre équipe. Moi, je viens parler au nom de notre équipe. Donc, pour commencer, je suis très honoré, donc merci pour ce prix. Je tiens à remercier mes collègues, donc Michael, Alban, Quentin. Donc, ça a été un peu compliqué.
On a bien su travailler, un bon esprit d'équipe. Franchement, je suis très content. Et je remercie aussi nos encadrants, donc Christine Rochange, mais aussi Hugues Cassé, Thomas Carl, François Thibault, Zenyubay aussi, qui nous ont suivis, qui nous ont apporté tout leur soutien. C'était une formidable expérience. Merci. Merci à tous. Donc, ça clôt cette session et donc on se retrouve dans un petit quart d'heure à Écart pour la prochaine session. J'ajoute peut-être juste deux choses. Donc le premier, effectivement, au vu de quelque part de ce concours, on sera enchanté de regarder comment remettre ça l'année prochaine. Donc c'est vraiment quelque chose. Si on peut en faire, on va dire un événement récurrent, je pense que c'est très bien. Et puis je voulais aussi remercier donc là côté Thales, Sébastien Jacques et Nicolas Ventroux qui ont vraiment aussi côté Thales travaillé à la mise en place du concours et du kit. Voilà. Et du côté GDR, je voudrais aussi remercier Sébastien Piment qui a œuvré beaucoup pour le bon déroulement de ce concours. Merci beaucoup, Sébastien. Donc à tout de suite, dans un quart d'heure.